On a la chance d'avoir une grande heure avec Catherine Dufour, autrice de science-fiction, de fantastique, de fantasy, de polar aussi un petit peu, et d'essais, donc plein de choses. Et aujourd'hui, on a décidé de disrupter la conférence. On aurait pu parler de la vie et de l'œuvre de Catherine Dufour, c'est vrai. On aurait pu, mais on a décidé ensemble de vous emmener sur la Lune, car Catherine vient de signer un livre chez Robert Laffont, qui s'appelle Les Chants de la Lune, car ça y est, l'humanité est désormais sur la Lune avec des cités lunaires, avec des gens qui y vivent, des gens qui vivent à la surface dans des fermes, avec une culture lunaire, et on va pouvoir explorer un petit peu tout ça pendant une heure. Alors, l'inconvénient de tout ça, c'est que il va falloir que je fasse une petite présentation pour vous dire quand même qui est Catherine Dufour. Je ne dis pas que c'est un inconvénient, je dis juste que du coup, pendant 2 minutes, c'est pas Catherine qui parle et c'est moi. Bref, je me perds. Tout a commencé bien avant 2001, mais ce qui nous intéresse, c'est en 2001, puisque le premier roman publié de Catherine était un roman de fantasy violemment humoristique. Ça s'appelait Blanche-Neige et les lance-missiles. Premier tome de la série Quand les dieux buvaient. En 2005, il y a eu un passage à la science-fiction avec Le goût de l'immortalité, qui lui a valu de nombreux prix, dont le Grand Prix de l'Imaginaire remis ici même aux Utopiales à l'époque, de l'autre côté, du côté de Chaillol. On a pu lire Outrage et rébellion, Entend la nuit, Au bal des absents, plutôt côté polar fantastique en 2020. 2 recueils de nouvelles très recommandables, L'accroissement mathématique du plaisir et L'arithmétique terrible de la misère. Et puis des essais, L'histoire de France pour ceux qui n'aiment pas ça, Le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse, La vie sexuelle de Lorenzaccio et Ada ou la beauté des nombres. Tout cela donc est fort recommandable et recommandé. Et donc nous allons passer 1 heure ensemble sur la Lune, dans quelques siècles, avec Catherine pour les Chants de la Lune. Mais Catherine, d'abord, dis-nous un petit peu tes intentions. Pourquoi tu as écrit ce roman? Qu'est-ce que tu avais envie de faire? Alors en fait, l'idée m'est venue quand Elon Musk a parlé de terraformer la planète Mars. Bon, alors il faut savoir que la planète Mars, c'est comme la Lune, c'est une planète rocheuse. Et toujours comme la Lune, c'est une planète morte, c'est-à-dire qu'elle a plus le bouclier électromagnétique qui permet de retenir une atmosphère et de filtrer les rayons durs du Soleil. Mais Mars, à la différence de la Lune, elle est couverte de perchlorate. Et les perchlorates, c'est du désherbant. Donc on n'est pas prêt de pouvoir faire pousser un écosystème digne de ce nom sur Mars. Et en plus, Mars, c'est beaucoup plus loin que la Lune. Et la Lune, à la différence de Mars, elle a juste sous son écorce des gigantesques tubes de lave, qui sont en moyenne, ils font 500 mètres de diamètre, mais quelquefois 1 kilomètre. Et dans ces tubes de lave, il règne toujours un agréable moins 20 degrés centigrades. Donc, tant qu'à aller habiter une planète inhabitable, la Lune, c'est beaucoup mieux que Mars et c'est franchement moins loin. Donc j'ai décidé d'écrire un livre à la gloire de la Lune comme planète B. D'ailleurs, c'était le titre de travail. Il n'y a pas de planète B, ou alors sur la Lune, mais il va falloir vivre sous la surface de la Lune, et c'est aussi agréable que de vivre dans un parking. Mais ça faisait un titre beaucoup trop long. Ouais, c'est pas mal quand même. Un petit moins 20 degrés, franchement, on est bien sur la Lune. Première étape, le voyage vers la Lune, le tourisme aussi, comment ça se passe? Voilà, alors on va essayer de faire comme si vous iriez sur la Lune. Voilà, alors donc déjà vous prenez votre navette interplanétaire, vous prenez plein de jets au décollage, c'est très désagréable, franchement. Ensuite, il y a quand même une certaine accidentologie. C'est pas très facile de voyager de façon interplanétaire, essentiellement parce que notre Terre est protégée par une couche d'atmosphère qui est très bienvenue, mais qui a l'inconvénient de contenir 20% d'oxygène. Et c'est quoi l'oxygène? C'est hautement inflammable. Bref, c'est pas très facile de s'arracher de la planète Terre. Après, on arrive sur la Lune où là, il y a le problème inverse, qui est que vous pouvez pas compter sur une atmosphère pour vous ralentir. Mais disons, tout ça est quand même à peu près au point. Et là, vous vous posez sur l'astroport Copernic. Ok? Alors, qu'est-ce que vous voyez, en fait, par le hublot? Alors déjà, a priori, vous allez voir la nuit, parce qu'on va se débrouiller pour vous faire atterrir de nuit. Bon, ça tombe bien, sur la Lune, la nuit dure 15 jours, et le jour aussi dure 15 jours, mais disons que c'est pas trop difficile de viser la nuit.
Parce que la nuit, il fait moins 170 degrés centigrades. Enfin, il ferait moins 170 degrés centigrades s'il y avait des atomes pour s'échauffer, mais il n'y en a toujours pas. Donc, il fait moins 170 à la surface de la roche, alors que le jour, il fait plus 123 degrés. Et c'est toujours plus facile, en fait, de gérer le froid que de disperser la chaleur. Alors, dans quel paysage est-ce que vous arrivez ? Eh bien, la Lune, c'est une collection de cratères. En fait, c'est comme si un sac de billes avait crevé dans la poussière. Alors, moi, vous voyez, je pensais que j'irais dans une salle normale, quoi. Et que, petite, intime. Comme ça, je pourrais vous montrer avec mes mains. Alors, tout là-haut, vous voyez, ça, c'est une bille qui tombe dans un bol d'eau. Vous voyez la forme que ça a ? Il y a un bol, un mur sur le côté et un piton central. Eh ben, la Lune, c'est que ça. Vous voyez les pitons centraux au milieu des bols cernés d'un mur. Donc la Lune, en fait, c'est que ça. Et autant sur la Terre, une bille dans l'eau, ça fait ça disparaît immédiatement comme forme. Autant sur la Lune, rien ne disparaît, rien ne bouge, ça reste comme ça. Donc vous voyez les pitos centraux, les murs des cratères, les bols des cratères, et tout autour, quand il y a une grosse météorite qui tombe, il y a des morceaux qui jaillissent alentour. Donc vous voyez autour tout un tas de petits cratères, ça s'appelle des cratèrlettes, on parle de famille. Okay, et quand les cratères sont vraiment très érodés, on appelle ça astroblème, qui est quand même le plus beau mot du monde. Mais je m'en suis pas servi dans mon livre parce que je trouvais que ça faisait quand même un peu prétentieux. Mais là, je suis ravie de pouvoir le recaser parce que je le trouve très beau, ce mot. Donc, tous ces bols, ils sont bizarrement remplis de poussière. Alors, c'est quoi cette poussière ? Ça, c'est la poussière lunaire, ça s'appelle le régolithe. Et elle vient d'où ? Parce qu'il y a pas de vent, il n'y a pas d'eau, donc pourquoi il y a de l'érosion ? Eh ben, c'est l'érosion stellaire, c'est les vents stellaires qui vont créer ce sable. Alors, ce sable, c'est simple, vous voyez du talc ou de la poudre pour les joues. C'est très, très, très fin. Le problème, par contre, c'est très, très magnétique, c'est-à-dire que dès que vous mettez un pied, ça se colle partout. Et c'est pas érodé par l'eau ou le vent. Donc c'est très tranchant. Donc dès que vous marchez, vous commencez en fait à éroder votre scaphandre au point de friction, donc entre les cuisses, sous les coudes. Et donc il faut se méfier, les scaphandres s'érodent très vite sur la Lune. Ce régolithe, cette petite poussière, elle recouvre toute la Lune de 5 à 10 mètres. Et c'est la poisse absolue parce que ça va s'insinuer dans la totalité de vos appareils. Et en plus, ça pue le brûlé. Il faut savoir que la Lune pue le brûlé. Alors Mars pue la flatulence, donc c'est pas mieux, mais la Lune pue le brûlé. Voilà, donc ce régolithe a quand même d'immenses qualités parce qu'il est fait à quasi la moitié, c'est de l'oxygène, des petites billes d'oxygène. Et le reste, c'est que des métaux qui vont vous être utiles, hein, de l'aluminium, du fer, machin. Et on dit qu'il y a 5 à 10%, c'est de l'eau. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour survivre sur la Lune. Et là, vous voyez, ce qu'on voit, c'est soit le mur d'un immense cratère, soit alors c'est la structure basaltique préexistante de la Lune. Mais bref, quand vous arrivez sur la Lune, ce que vous voyez par le hublot de votre navette, c'est ça. Et c'est des photos de Jean-Marc le Samouraï que je remercie ici. Ah oui, les gouffres d'obscurité immuable, très très bien. Ça, c'est des bols, mais qui sont placés au pôle ou qui sont tellement profonds, parce que ça a l'air de rien, hein, les choses comme ça, mais c'est 3-4 km de profondeur un cratère. Hein. Et quand il y a des montagnes, donc c'est la structure basaltique, elles peuvent monter à 8-10 km de haut. Donc il y a de quoi faire de l'alpinisme et bien s'amuser. Qu'est-ce que je disais ? Oui, les gouffres d'obscurité immuable, souvent ils sont pleins de glace d'eau. Donc ça, c'est très 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 commode. On va pouvoir miner de la glace d'eau. Comme ça, vous avez remarqué, vous avez un tube sous-lunaire où il fait -20, c'est cool, un bon chauffage et ça passe. En plus, vous avez plein d'eau et plein d'oxygène. Donc, on s'installe là-bas comme on veut, quand on veut. Alors, il y a un autre truc que vous pouvez remarquer à la surface de la Lune, c'est les rilles. Les rilles, c'est des traits. Et en fait, c'est juste des tubes de lave affleurants qui se sont effondrifiés. Voilà. Et donc, on pourra probablement emprunter ces rilles pour se déplacer. Et là, je vous ai mis cette photo. Elle est juste superbe. Et vous imaginez l'humanité arrivant devant un lac de poussière comme ça. Vous prenez une bonne voile solaire. On doit s'éclater. Je suis persuadée que nos descendants, quand ils iront sur la Lune, il y aura des sports nautiques du feu de Dieu.
Sachant que sur la Lune, de toute façon, il faut se déplacer, on peut pas voler, il n'y a pas d'air ambiant, donc c'est même pas la peine. Donc soit vous y allez à pied, soit vous payez un rover, auquel cas il faut construire des routes, soit vous prenez une bonne voile solaire et vous tracez. Tadadam, qu'est-ce que je voulais vous... Ah oui, là, c'est logiquement, si vous voulez faire du ski ou de la voile solaire, ça va être sur la face qu'on connaît, hein, la face visible. Et tout ce qui est en gris sombre, ce sont les mers, hein, mer de la tranquillité. Vers la gauche, là, vous avez l'océan des tempêtes. Et l'autre côté, c'est la face cachée. Et la face cachée, elle, c'est qu'un océan de... Non, justement, c'est d'une collection de cratères. Il n'y a que ça. Il paraît que ceux qui l'ont vu... Enfin, il y a un astronaute qui l'a vu et qui a dit, on dirait un bac à sable dans lequel mes enfants ont beaucoup trop joué. Et la face cachée de la Lune, en fait, est extrêmement criblée. Ce qui est normal puisqu'elle est face aux météorites qui arrivent du deep space. Et alors là, si tu peux passer encore un coup, là, c'est voilà, la preuve de l'existence des tubes sous-lunaires, elle est là. C'est une lucarne, c'est un morceau de lune qui s'est écroulé et qu'est-ce qu'on voit au fond? Ben, on voit qu'il y a un sol juste en dessous. C'est comme ça on en a plein des photos comme ça. C'est comme ça qu'on a la preuve qu'il y a des tubes de lave habitables sous la surface de la Lune. Et alors, comme la Lune et la Terre, c'est quand même, elles sont issues du même magma, il y a plusieurs théories, dont celle, ça serait la Terre qui s'est pris une planète nommée Théa dans la figure et que les morceaux auraient entraîné la création de la Lune, tralala, on ne sait pas exactement. Enfin, c'est le même magma. Donc, vous allez y trouver de l'or plein, de l'argent plein, tout ce que vous voulez. Et a priori, il y a des pierreries. On pensait qu'il n'y en avait pas parce qu'il n'y a pas de tectonique, mais en fait, comme il y a un bombardement météorique, il y a quand même des pressions d'enfer. A priori, il n'y aura pas de diamants, parce que le diamant, il faut vraiment un magma qui remonte en arrachant les diamants à la paroi. Mais on est certain, on a déjà vu qu'il y a des olivines, dont la forme verte de l'olivine, là tout en haut, c'est le péridot. Il y a de toute façon des grenats, ça on en a vu. Et il y a des spinels. Les spinels, c'est le meilleur copain du rubis. Et là, je vous ai mis le plus gros spinel du monde qui est sur la couronne de la reine d'Angleterre. C'est la plus grosse spinel existant au monde. Bon, alors, c'est pas le tout, mais maintenant que vous savez pourquoi vous êtes venus, c'est-à-dire pour vous enrichir éhontément et que vous avez commencé à affronter la nuit lunaire, vous pouvez relever le nez. Et là, il y a une super vidéo qu'on trouve sur YouTube où ils ont en fait filmé le Deep Space vu de l'ISS. Si vous voulez aller la voir, elle est super émouvante parce que on voit très bien toutes les étoiles du Deep Space sans aucune pollution lumineuse. Ça, c'est petit 1. Et petit 2, c'est des étoiles qui ne scintillent pas puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc, si vous voulez voir ce qu'on voit depuis la Lune, c'est-à-dire la beauté du ciel étoilé sur la Lune, vous pouvez aller voir cette vidéo sur YouTube. Et il y a une autre chose que vous allez voir, le soleil qui passe tous les 15 jours. Et alors, quand il se lève, c'est un peu la poisse. Il faut rentrer dans votre cité sous-lunaire parce que chaque coucher, chaque lever de soleil, il y a une marée thermique. Tellement la gravité solaire intervient sur la croûte terrestre. Nous, on a des mers qui se soulèvent. Là, c'est carrément la croûte de la Lune qui se soulève. Et il y a aussi des tremblements de Lune. On ne sait pas trop pourquoi, mais en fait, la Lune, de temps en temps, elle rétrécit. Et il y a des tremblements de Lune, ce qui peut poser des problèmes si vous avez construit votre cité sous-lunaire au mauvais endroit. Donc, autant le Soleil, il va, il vient, il passe, autant la Terre, elle reste fixe dans votre ciel. Selon l'endroit où vous êtes, la Terre, elle va être là et elle va pas en bouger. Enfin, si elle bouge un petit peu comme ça, elle a une libration, mais sinon, elle reste là et elle est toute bleue. Et donc forcément, la lumière dont sont teintées les grandes plaines de sable et les rochers lunaires sera d'un bleu très délicat. Je parie que le spectacle est juste magnifique. Et je vous ai mis celle-là aussi parce que je trouve que ça représente à peu près bien ce qu'on voit. Là, vous descendez de l'astroport Copernic et c'est à peu près ce que vous voyez. Il y a votre rover qui va venir vous chercher pour vous emmener vers le descenseur de la cité. Et voilà, je pense, prenez sur la Lune, ça doit être un petit peu comme se balader sur une plage. Voilà, vous êtes sur la dune du Pilat, donc on ne sera pas trop dépaysé quand on ira.
Voilà, l'adieu à la Terre. Ça, c'est si vous dites bon, allez, maintenant je vais aller me promener, je vais aller découvrir, parce que c'est ce que fait mon héroïne. Elle reste pas toujours dans elle. Elle tient une ferme à la surface de la Lune. Elle est employée par une cité qui est juste en dessous, mais elle va pas y rester tout le temps. À un moment, elle prend son rover et elle va se promener sur la face cachée. Et donc, il y a un rituel qu'on appelle l'adieu à la Terre, parce que au fur et à mesure que vous approchez de la face cachée, la Terre, elle s'abaisse sur votre horizon, et il y a un moment où il y a un point d'adieu à la Terre, une sorte de tropique, quoi. Et il y a un ultime rayon bleu, comme le rayon vert du soleil quand il se couche. Voilà ce que vous verrez si vous vous aventurez en rover vers la face cachée. Et d'ailleurs la Terre, c'est drôlement commode d'avoir un point fixe comme ça, parce qu'il ne faut pas compter sur votre boussole. Il n'y a pas de boussole, ça ne marche pas du tout. Et voilà, je crois qu'on a fait le premier petit tour d'arrivée sur la Lune. Alors on est arrivé, voilà, on a visité un petit peu, on a pris des photos, c'était cool. Et puis du coup, on a envie de rester. Et là, il faut créer les premières cités, plutôt des cités sous-lunaires, donc dans ces grands tunnels que tu nous as montrés. Ces premières cités, faut s'installer. Comment ça se passe? Il y a des soucis d'acclimatation. Comment on se met en place sur la Lune? Alors la première chose, à mon avis, que feront les terriens quand ils iront sur la Lune, mais en random, déjà ça serait un tourisme d'hyperluxe. Les gens ils se feront des coupes de cheveux bizarres pour prendre un air suborbital, vous pouvez être sûr. Et la première chose qu'on fera, c'est du cinéma sur la Lune. Genre ça coûtera un œil, mais ça rapportera 2 reins. Ça sera super classe d'aller tourner sur la Lune. Alors par contre, les équipes de tournage, on arrive sur la Lune, on tourne, on est dans un scaphandre, il fait chaud, on peut pas se gratter le nez. En plus, il y a quand même des rayonnements solaires, on peut pas rester dehors trop longtemps. Déjà, on se prend des millisieverts. Et puis en plus, il y a les particules ionisantes. En fait, c'est des petits sillages brillants qui passent devant vos yeux. Et quand vous fermez les yeux pour plus les voir, vous les voyez quand même. Et d'ailleurs, c'est les 2 choses que font les cosmonautes qui reviennent d'une mission dans l'espace. C'est 1, une cataracte, et 2, une dépression. Oui, non, mais c'est vrai, il y a quelque chose là-haut. Je sais pas, le fait de revenir sur Terre, on doit trouver ça trop fade. Ou bon. Donc il y aura des touristes d'abord de luxe et puis de plus en plus normalisés qui vont quand même découvrir que sur la Lune c'est pas du tout un endroit très très facile pour vivre. Alors c'est super marrant parce que vous arrivez, vous êtes avec une gravité 6 fois inférieure, vous pouvez faire des bonds de folie, c'est magnifique. Mais il y a d'autres choses beaucoup plus désagréables et notamment un truc auquel on ne pense pas, c'est la buée sur le scaphandre. Parce que vous suez dans votre scaphandre, hein, même si vous n'avez pas trop chaud, vous suez quand même. Et voilà, et ça se dépose sur le scaphandre, donc on voit rien. Et en fait, il y a un cosmonaute qui avait raconté ça, c'est qu'à un moment, toute sa buée s'était rassemblée en une espèce d'énorme, unique goutte de sueur qui lui était passée sur les yeux, donc il voyait plus rien alors qu'il était genre en sortie. Et ben il est obligé de la boire pour récupérer ses yeux, quoi. Voilà. Donc c'est pas hyper confort, mais par contre c'est super exotique. Il y a une autre chose. Je sais pas si vous avez remarqué dans l'avion. Faut des avions qui volent quand même assez haut. Voilà, si vous avez fait un vol transatlantique, eh ben, est-ce que vous avez remarqué que la nourriture d'avion c'est pas bon? Eh ben, essayez un jour d'emmener un truc à vous que vous aimez bien et mangez-le à 12 000 pieds, quoi. Et ben, vous vous rendrez compte que c'est pas bon. Parce que le goût se modifie. Et c'est pour ça que dans l'ISS, ils ont des rations de survie. Je sais pas si vous avez déjà goûté les rations de survie de l'ISS. C'est genre de l'ananas déshydraté. Vous le réhydratez. C'est immonde. Mais c'est même pas la peine d'essayer de faire bon parce qu'il y a une modification du goût. Et j'ai imaginé qu'il y aurait du coup, quand on est sur la Lune, j'imagine qu'il doit y avoir une modification absolument définitive du goût entre la Terre et la Lune. Et là, c'est un des grands chantiers d'arrivée sur la Lune des premiers colons lunaires, c'est de trouver un cuisinier suffisamment bon pour arriver à faire une cuisine nouvelle que les lunaires trouvent bon, sachant que moi j'ai supposé que sur la Lune, le chocolat a le goût du diesel. Donc il faut faire quelque chose parce que franchement, si on n'a plus de goût, si on n'a plus de bons repas à partager, la vie vaut pas tellement la peine d'être vécue. Donc en fait, je suis partie
de choses qu'on sait ou qu'on induite à l'heure actuelle selon nos connaissances du vol, alors justement pas interplanétaire, mais enfin si, on a quand même fait quelques-uns, et j'ai essayé de tirer ça jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire ces problèmes de goût qui paraissent pouillesques. Je veux dire, Armstrong n'est pas allé sur la Lune pour se manger un muffin, hein. Mais quand on y vit pendant des mois, il y a un moment où si le goût c'est important, et oui, il y a une modification du goût dû, on ne sait pas, à l'altitude, changement de pression, on ne sait pas. Mais à un moment, faudra probablement résoudre ça. Donc, une fois que on a passé les premières étapes, on commence à construire des cités. En fait, au début, c'est juste des bulles installées sur la Lune, hein. C'est plus des vaisseaux qui ont déplié leur bulle de survie. Et puis on commence à construire, il y a de plus en plus de gens qui arrivent, on construit de plus en plus de bulles. Et là, il se pose vraiment le problème, on peut pas vivre à la surface. Et ça, c'est un vrai problème. Je veux dire, il y a une surface de planète qui est favorable pour nous, tendre créatures avec une petite peau toute fine et puis de la chair et puis des hélices ADN qui font leur mijaurée. Si on veut pas développer cancer sur cancer, il faut absolument se protéger des rayons ionisants du soleil, donc il faut aller vivre en sous-sol. Donc les premières cités lunaires, elles sont un peu de briques et de broc, et elles sont remplies de gens qui, ont des élégations d'enfer, hein, parce que quand il n'y a plus de gravité, vous étirez, ce qui va poser un problème avec les arbres après d'ailleurs, puisque les arbres aussi, ils sont quand même faits pour lutter contre la gravité terrestre. Alors si vous laissez planter un arbre avec une gravité 6 fois plus faible, votre arbre il va faire youhou et vous allez vous retrouver. Enfin bon, bref. Donc vous vous retrouvez avec des gens qui perdent beaucoup de calcium, beaucoup de masse musculaire, qui s'étirent terriblement. Alors, quand on revient sur Terre, tout ça se remet plus ou moins en place, mais quand on revient pas, on finit par avoir de vrais problèmes d'élongation, et tout le monde devient aveugle, en plus de devenir fou du fait des tumeurs cérébrales. Donc, c'est pas top. Il faut absolument aller vivre en sous-sol. Or, vivre en sous-sol, c'est ce qu'on appelle vivre confiné. On est tous d'accord que le confinement, ça a l'air sympa sur le papier, mais à vivre, non. Donc, il va falloir fournir. L'espèce humaine, elle a besoin d'UV, et puis elle a besoin d'espaces verts, et puis elle a besoin d'espaces tout court, et elle a besoin de verre, des sons, des parfums, des oiseaux, des lapins, ce que vous voulez. Donc, il va falloir aménager de façon très verte et très rapide et très efficace ces gigantesques tubes de lave. Donc là, il va falloir faire appel à des fermiers, à des fermières, à des horticulteurs qui vont devoir implanter des écosystèmes avec rien, quoi. Parce que nous, on a envie d'implanter un écosystème, on prend de l'humus, mais c'est hyper complexe, l'humus. C'est en fait un agglomérat de sels minéraux et de matières mortes, insectes morts et plantes mortes. Et il va falloir recréer tout ça. Donc il faut des gens extrêmement doués pour arriver à créer de l'humus, puis après il faut mettre des nématodes, il faut mettre des escargots, il faut bien les doser, il faut doser les plantes, les fertilisantes, celles qui fournissent de l'azote, etc. Et donc là, il y a un énorme chantier qui doit se développer pour que se crée un écosystème qui s'auto-entretient. Donc, on fait de superbes espaces verts en sous-sol, mais il y a beaucoup de restrictions. Pourquoi ? Alors déjà, il n'est pas question d'avoir un rongeur, parce que quand on a une différence de 1000 hectopascales entre l'intérieur et l'extérieur, et que pour aller de l'un à l'autre, on a des joints souples, il n'est pas question d'avoir une bestiole avec des petites dents tranchantes. Il y a énormément comme ça de limitations. Donc il va aussi falloir des zoologues qui savent y faire avec les animaux, qui savent lesquels on peut confier à l'être humain et puis lesquels on garde dans des vivariums ou dans des serres. Et comme à un moment vous pouvez pas passer votre temps à faire pousser du blé et des carottes sous les pieds de vos citoyens, vos fermes, vous allez les monter à la surface, sous des dômes. Et puis vous allez mettre des fermiers. Là, c'est une fermière en l'espèce, hein, qui s'appelle El Jarline, et elle s'occupe de sa ferme, dans lequel il y a beaucoup de plantes décoratives, beaucoup de plantes vivrières, et quelques super prédateurs, notamment des ronds pour manger les grenouilles qui elles-mêmes mangent les vers pour pas que ça prolifère, etc. Et alors, évidemment, elle a des problèmes, elle aussi, avec les rayonnements solaires, parce qu'il y a le saule qui arrête de pleurer. Et son hélice ADN est perturbée, donc
voilà, faut consoler le saule. Il y a la ciboulette qui se met à friser, les fraises deviennent toxiques, les papillons deviennent venimeux, les ananas perdent leur carapace, il faut soigner les élongations des arbres. Il faut surtout pas planter le peuplier en pleine terre parce qu'il a le chic pour aller repérer les canalisations d'eau et les trouer. Donc ça, là, moi, je me suis beaucoup renseignée sur les humeurs des plantes. Ne plantez jamais un asparagus à côté d'un hortensia parce que c'est l'hortensia qui gagne, en fait. Et j'ai appris plein de choses sur toute la difficulté de trouver la place exquise pour une plante, sur l'art aussi. Alors là, les Japonais sont très bons, mélanger l'ornemental, la médicinale et la plante qu'on peut consommer. Et donc j'ai imaginé une fermière qui met au point un écosystème qui fonctionne, et le prédateur le plus élaboré là-dedans, c'est un chat qui parle. Voilà. Parce que j'imagine que l'être humain, quelquefois, se sent un peu seul avec lui-même et que son animal, de ses animaux de compagnie, les chiens et les chats surtout, le truc, c'est il leur manque la parole. Et ben, on va la leur donner. Voilà, il y a un implant au larynx qui permet aux chats et aux chiens de parler. Ce qui n'est pas absurde pour les chiens, parce que globalement, les chiens, ils reconnaissent 300 mots. Okay. Or, nous, en random, on utilise 600. Donc, si un chien pouvait parler, il parlerait de façon à peu près comme vous et moi. Les chats, on ne sait pas. Parce que les chats, ils comprennent peut-être 4000 mots, mais ils veulent pas participer au test. Jamais personne n'a pu mener de test sur des chats. Voilà, mais même si vous les attirez avec des croquettes, les récompenser, le circuit de la récompense, ça n'a rien à faire. Même devant les meilleures croquettes, si vous leur donnez un ordre, ils se retournent, ils vous montent leur anus et ils vont se vautrer à côté de leur panier. C'est pas question qu'ils dorment dans leur panier. Ou ils demandent d'ouvrir la porte. Mais les chats, donc, ont aussi un larynx augmenté. Donc, finalement, chez les chiens et chez les chats, le fait d'avoir accès aux mots va déplier, en fait, une sorte de développement mental. Et en même temps, ils vont s'approprier la langue véhiculaire, qui va se chieniser ou se chatiser. Et c'est là qu'on se rend compte que les chiens, ils ont un raisonnement lent, besogneux, mais très obstiné. Ils arrivent toujours au bout, voilà. Mais ils sont désespérément honnêtes. Alors que les chats, eux, ils sont beaucoup plus pincés, beaucoup plus caustiques. Et ils ont absolument pas le sens de la collaboration. Par contre, ils ont vraiment un esprit critique. Et finalement, les chiens et les chats, ils s'entendent pas mal. Bon, à part les caniches qui sont des emmerdeurs et les siamois qui sont absolument odieux, mais ces populations-là s'entendent pas mal. Donc ce que j'ai voulu, c'est montrer l'être humain comme un élément d'un écosystème. Mais en fait, tu devais me poser des questions. Non, mais moi je suis bien. Parce que du coup, j'écoute. Alors j'en ai 2-3 quand même sur elle, Jarline, parce que tu nous as dit qu'elle pouvait pas être à la surface, mais elle est quand même à la surface, donc ça implique 2-3 modifications. Mais tu peux continuer avec les siamois et les caniches. Je suis d'accord, ce sont plutôt des emmerdeurs. On est tous ok, mais on n'a qu'à pas les emmener sur la Lune non plus. Après tout, voilà. Oui, enfin, il faut tout pour faire un monde. Alors du coup, où est-ce que j'en étais ? Donc tout ça se passe pas mal, et la raison pour laquelle j'ai commencé, en fait, je raconte l'histoire d'une fermière qui est uniquement occupée de sa ferme, et puis petit à petit, elle va lever le nez de ses semis pour s'intéresser aux gens qui l'entourent, et elle va finir par aller se promener sur la Lune, elle va aller sur la face cachée, il va lui arriver tout un tas d'aventures, voilà, et elle va en sortir plus intelligente qu'au départ, plus émotionnelle, et puis un peu plus impliquée et un peu plus philosophe. Enfin voilà, un arc normal de quelqu'un à qui le voyage ouvre l'esprit. Et alors, qu'est-ce que je voulais justement ? Alors, oui, alors déjà, elle sort de sa ferme. Ok, alors elle va se balader dans son rover. Alors, elle remarque un truc, et ça, moi, je l'ai créé parce qu'il y en aura une un jour forcément. Non, c'est pas de ça. Non, comme ça. Alors. Ouais, c'est pas très structuré. Non, mais bien, on avait fait un plan, mais bon, c'est bien. Donc... Je voulais parler des mini-colas.
il y a j'ai eu du mal à la trouver celle-là. Il y aura forcément au moins une race végétale ou animale qui va s'adapter à la surface lunaire. C'est pas possible autrement. Hein. Et là j'ai beaucoup cherché et je l'ai trouvé. C'est une minuscule méduse parasite du poisson et qui est anaérobie et qui est extrémophile, qui a absolument pas besoin d'oxygène, qui a besoin de personne. Et vous pouvez être sûr que si vous la lâchez quelque part, elle va trouver son chemin. Et donc j'imagine qu'elle commence à se multiplier partout sur la Lune et que c'est magnifique. Parce qu'en fait, c'est des petits bouquets de pétales translucides qui captent la lumière bleue de la Terre. Et donc, ça scintille comme des saphirs. Donc il y a des champs de saphirs. Le seul problème, c'est que cette petite méduse anaérobie, elle va consommer c'est comme un lichen, hein. Elle consomme de la roche, mais elle consomme de la roche à une très grande vitesse. Or, la roche, il se trouve que c'est ce qui fait le plafond des cités lunaires. Donc, cette première espèce à s'adapter est immédiatement une espèce invasive. Invasive, ça veut dire qu'on en retrouve partout et qu'en plus, c'est dangereux. Voilà. Mais ça, c'est vraiment, là, on commence à passer du côté science-fictif. On n'est plus dans la prospective ou dans l'extrapolation scientifique. Là, je mets les deux roues de mon rover dans la science-fiction. Et alors, elle s'appelle Eneguyas, hein, ces petites méduses, mais je les ai appelées Minicola parce que c'était quand même plus mignon. Et puis, de toute façon, il y aurait une évolution linguistique, on peut pas reprendre les termes exactement comme ça. Et j'ai imaginé qu'elle va se promener. Donc, les premiers trucs qu'elle visite, bien sûr, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous sortez de votre astroport? Vous allez déjà voir les sites d'atterrissage d'Apollo et notamment la marque de Armstrong dans le régolithe qui n'a pas bougé et qui, je crois, sera effacé par l'érosion. J'avais vu une fois le calcul, c'est dans, je sais plus, 500 millions d'années, effectivement, la trace aura disparu. Pour le moment, il n'y a rien qui disparaît à la surface de la Lune. Et puis après, vous continuez. Et il est évident qu'à partir du moment où l'espèce humaine va arriver comme ça sur une planète vierge, elle va le peupler de ses fantasmes, de ses angoisses, de ses temples. Hein. Alors, des mosquées, des synagogues, et puis des temples, et puis des églises. Et elle va aussi le peupler de gigantesques structures artistiques, puisqu'il y a très peu de gravité. Et en plus, rien ne s'érode, donc c'est un bonheur sans nom. Donc j'imagine qu'on fait la Tête Moon Gallery, vous voyez, la galerie de la tête, mais sur la Lune. Et en fait, on met ça dans une espèce d'immense navire qui glisse sur les régolithes, et avec une grande proue couverte de serviettes éponges, parce que là, j'ai pris un peu le tracé artistique de Madame González Förster, et qui a des idées que d'autres n'ont pas. Donc voilà, j'ai mis des serviettes éponges. Et d'ailleurs, j'ai un peu transformé son nom parce que je lui ai pas trop demandé son avis. Je me suis dit non, je vais pas la citer elle. C'est peut-être pas comme ça qu'elle verrait son arrivée sur la Lune, même si on en avait pas mal parlé. Où elle m'avait dit, moi, ce que je voudrais, c'est effectivement exposer sur la Lune, et puis je voudrais mourir sur la Lune et qu'on répande mes cendres sur la Lune, parce que mourir dans l'espace, c'est pas vraiment mourir, c'est faire partie d'un tout. Et j'avais trouvé ça très beau. J'aime bien, parfois elle se souvient que je suis là. Non, tout ça est passionnant. Ce qui est passionnant, c'est que tu as imaginé une histoire de l'humanité sur la Lune. Donc on a construit des cités, on s'est étendu, puis après on s'est fait la guerre. Rappelle-toi 7.5. Ouais. Oui, la guerre. Et je me souviens de ta question d'avant, à laquelle je n'ai pas du tout répondu. Non, c'est bien, mais t'inquiète pas, j'y reviendrai. Hein, d'accord, oui, alors ok. Oui, non, on peut parler de la fermière tout de suite. Hein. On va répondre à cette question-là pour celle. Oui, parce que j'ai pas. Donc la fermière, El Jarline. Oui, ce qui m'intéressait, c'est les subaltern studies. Alors, moi, mon mentor, c'est Ursula Le Guin. C'est elle qui a pris une science-fiction qui parlait beaucoup c'est une science-fiction pénétrante, une science-fiction de conquête où on passe son temps avec des gros pistolets laser et des X-Wing à envahir le voisin. Voilà. Et elle est arrivée avec de l'anthropologie, de la sociologie, et elle a mis en scène justement plutôt, on étudie des mondes différents du nôtre et on s'y intéresse avant de les ratatiner, de leur faire la guerre. Et donc, ça s'apparente d'un côté science-fiction avec les subaltern studies.
qui est un truc qui, moi, m'agace, parce que pourquoi Subaltern Studies? C'est les études des petites gens, small people, bref, c'est les études moi j'appelle ça citoyenne studies, c'est les études des citoyens et des citoyennes que nous sommes. Ça n'a rien de subalterne. Sachant qu'effectivement, c'est un peu le problème de l'histoire, dite la grande histoire, c'est qu'elle va s'intéresser massivement aux grandes figures, et les grandes figures, en général, c'est pas les gens qui construisent des ponts, c'est pas les gens qui construisent des routes, c'est pas les gens qui construisent des halles, c'est pas les gens qui vendent des sabots ou des tomates ou autre chose dans les halles. C'est l'ahuri qui arrive et qui bombarde et qui détruit tout. Et après, du coup, on lui construit une statue, c'est genre Louis XIV, par exemple. Voilà. Donc la grande histoire, c'est souvent uniquement l'histoire de ceux qui ont tout cassé. Et alors que le Subaltern Studies, c'est plutôt les Citoyen Studies, c'est-à-dire les études de gens qui, eux, ont œuvré et ont créé. Et c'est plus ça que je voulais décrire. Je voulais pas de conquête. J'ai très peu décrit les guerres. De toute façon, oui, il y a des guerres. C'est évidemment les cités, dès qu'elles sont construites, elles ont une seule idée en tête, se battent comme des chiffonniers pour une mine de titane ou d'argent ou une mine de glace. Et il est évident que sur la Lune, si vous tirez au fusil balistique et que vous faites un trou dans la paroi d'une cité de 100 000 habitants, ça fait fou. C'est ce qu'on appelle une décompression explosive. Tout le monde meurt en moins de 7 secondes. Et c'est super. Donc il y a des guerres effectivement, et l'humanité va mettre du temps à comprendre que il restera rapidement plus personne si elle se laisse aller à être elle-même dans un environnement aussi létal. Donc, plutôt que de raconter les histoires des guerres, des invasions, à un moment il y a les migrations, et puis il y a les invasions, puis il y a les grandes invasions, et les remigrations, et les contre-attaques, etc. Il y a beaucoup de noms de massacres avec des charniers enfouis sous le régolithe. Mais finalement, on laisse ça de côté au profit d'un récit de construction de la part de quelqu'un qui agit de façon constructive. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Comment ça se passe le quotidien ? Travail, le logement, la justice. Alors le logement, quand vous arrivez au grand descenseur qui vous descend dans la cité après avoir quitté l'astroport Copernic, vous allez arriver dans cette immense. Donc c'est un peu comme ça. C'est juste 10 fois plus grand, je pense. Voilà. Dans ce tube, et puis il y a tout un tas d'habitations qui sont accrochées le long des parois, et puis là, c'est une immense pelouse forêt avec des animaux libres qui gambadent partout. Et vous allez avoir droit à un caisson. Donc c'est très très joli parce que construire sous une gravité 6 fois inférieure, ça permet de faire des lances, des clochers, c'est magnifique. Par contre, votre caisson, il va avoir un peu une tête rébarbative parce que ce sont des habitations qui sont conçues pour se fermer automatiquement en cas de décompression explosive. Donc c'est strictement étanche. Et c'est d'ailleurs assez comptabilisé. Quelquefois, il y a des crises du logement parce qu'il n'y a pas assez de questions étanches pour mettre chacun à l'abri en cas d'accident. Donc vous avez quand même une différence entre la licence minérale très poétique de ces cités et le côté un petit peu coffre-fort rébarbatif des caissons dans lesquels vous allez loger. Alors chaque cité finalement, c'est assez syncrétique. Bon, il y a une cité qui a été créée par des Philippins, il y a une cité qui a été créée par des Turcs, il y a une cité qui a été créée par des Allemands. C'est Magne-Untertage, Mut, la cité pour laquelle travaille ma fermière. Sachant qu'à peu près tous les noms des cités signifie peu ou prou exil. Samudez-Etes, ça veut dire exil en turc. Pakpapatapon, ça veut dire exil en philippin, en tagalog. Globalement, on sent, et ça ne sera jamais expliqué parce que justement ça n'intéresse pas, que les terriens ont été à un moment été obligés de quitter en masse la Terre et qu'ils ne reviendront jamais. D'ailleurs, la Terre qui tourne dans le ciel, logiquement, si on la regardait depuis la Lune, maintenant, la nuit, on verrait plein de petites lumières. Et à partir du moment où il n'y a pas de nuages sur les continents, et là, il n'y a plus de lumière. L'humanité a éteint la lumière en partant. Et au fur et à mesure du livre, la Terre bleue va se mettre à grisailler. Parce que s'il y a un accident, une catastrophe quelconque sur Terre, imaginons l'humanité disparaît d'un claquement de doigts, plouf. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que dans les 10 jours, les centrales nucléaires qui ne sont plus entretenues vont déclencher des
des nuages qui vont... voilà, ça va y avoir une explosion, une catastrophe, et il va y avoir des nuages qui vont recouvrir la totalité de la Terre. Donc assez rapidement, finalement, la Terre, si nous n'y sommes plus et si nous n'entretenons plus nos infrastructures, la Terre va plonger dans un hiver, on va dire volcanique, un hiver nucléaire, ce que vous voulez, et elle va devenir toute grise, comme la Lune dans notre ciel actuellement. Bon, 100 000 ans plus tard, tout ça va se régler, bien sûr. Mais là, depuis la Lune, on est à un moment où ça fait quand même un petit temps que les liens Terre-Lune ont été brisés, et on ne saura jamais pourquoi, parce que finalement, c'est pas le sujet du livre. Mais on peut plus revenir sur Terre en se disant la Lune m'ennuie et puis j'ai le mal du pays. Et du coup, les gens, ils ont le mal du pays. En tout cas, les premiers arrivants, ils étaient bien tristes. Et ils ont tous appelé leur ville exil dans leur langue. Alors après, comment ils structurent à l'intérieur, c'est toujours pareil. Il y a toujours des gens qui habitent dans des galtas et d'autres qui les toisent depuis leurs grands balcons. Il y a un certain nombre évidemment, tout le monde travaille, même si c'est bien robotisé. Il faut quand même des gens pour gérer les robots, ceux qui s'occupent des minerais, ceux qui s'occupent de l'étanchéité. Il y a aussi toutes les mobilités. Enfin, il y a toutes les impressions 3D et 4D, c'est-à-dire avec des matériaux à mémoire de forme. Et puis après, chacun travaille selon ses capacités, ses talents et aussi, bien sûr, ses origines sociales qui font qu'il peut faire plus ou moins d'études ou tout simplement accéder à des postes plus ou moins prestigieux. Et donc, il y a une culture lunaire qui se met en place. Et on va réinventer, ce qui va être très important dans ton roman, la justice, avec une justice lunaire différente de celle qu'on connaît. Oui, alors la justice, ça aussi, c'est quand vous arrivez sur la Lune, qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, quand vous arrivez sur la Lune, au tout début, vous êtes dans un vaisseau spatial. Et dans un vaisseau, c'est le commandant qui commande. Donc, s'il y en a un qui, par exemple, perd ses nerfs et je sais pas, moi... égorge sa femme, globalement, le commandant de bord, il va le faire pendre haut et court au bon venu. Et quand vous installez sur la Lune, dans les premières cités assez précaires, c'est toujours la même chose. En fait, ce qui domine, c'est qu'il faut que les gens ils gardent leurs nerfs pour qu'on puisse vivre ensemble, sinon on va tous mourir ensemble d'un seul coup. Donc c'est toujours le commandant qui est maître après Dieu. Et toute personne qui, finalement, met en danger la survie de la communauté, on ne l'assassine pas, on ne la pend pas à un auban, mais on fait comme on faisait en mer. Donc, comment on faisait en mer? On poussait les gens à l'eau, et voilà, s'ils ne se noyaient pas, c'est qu'ils n'étaient pas coupables, mais comme ils se noyaient systématiquement, c'est qu'ils étaient tous coupables. Voilà, comme ça, la justice est bien rendue. Là, c'est pareil, quand quelqu'un fait n'importe quoi, on lui met un scaphandre et on le pousse dehors, et on lui dit, écoute, va te promener, et puis si la Lune t'épargne, c'est que tu n'es pas coupable. Sachant qu'on ne peut pas vivre soi-même sur la Lune. Rien ne demande plus de maintenance qu'un corps humain. Voilà, si vous êtes sur la Lune avec juste un scaphandre, pas de réserve d'oxygène, pas d'eau, d'ailleurs, juste pas de réserve d'oxygène, vous allez mourir. Alors c'est ce qu'on appelle la voie lunaire. On prend la Lune comme juge et on lui envoie les cas dont on ne veut pas et on est assez rapidement débarrassé. Et puis après, évidemment, au fur et à mesure des migrations, des imports, les gens vont arriver avec leur code civil ou le code pénal sous le bras, chacun selon sa culture, son pays, ses origines. Et en plus, on va se mettre à produire de plus en plus d'oxygène, donc les avocats vont pouvoir refaire des plaidoiries super longues. Et là, on va avoir mise en place en plus on va créer des zones pénitentiaires où les gens ne vont pas mourir instantanément. Bref, on va retrouver une justice beaucoup plus congruente avec la justice terrienne, avec bien sûr des adaptations au milieu lunaire. Mais quand il y a des cas un peu touchy, où on ne sait pas trop quoi faire, on se retourne à nouveau vers la voie lunaire. C'est un petit peu l'ordalie, c'est un peu le truc dégueulasse avec lequel on jugeait les sorcières. C'est-à-dire que les sorcières, à une époque, pour savoir si une femme était une sorcière, on l'achetait à l'eau. Donc si elle flottait, c'est que c'était une sorcière, donc il fallait la brûler. Et puis si elle coulait à fond et qu'elle se noyait, elle n'était pas une sorcière, elle était innocente. Voilà. Donc c'est exactement la même chose. Quelquefois, il y a des vieilles remontées de cruauté originelle au nez de certaines personnes dans la cité et ils le reprennent. Là, c'est strictement interdit. Mais quelquefois, on s'aperçoit qu'on a envoyé un pauvre Gus tout seul dans un tube lunaire non aménagé et que de toute façon, vu que ça fait 20 heures qu'il est parti, il est forcément mort
c'est strictement interdit par la loi, mais il y a une cruauté originelle qui persiste au fond du nouvel ordre juridique lunaire. Il nous reste 5 minutes pour parler évidemment de la fièvre aspic, parce que tout ça, ça a l'air beau, on est dans nos cités, de temps en temps on va dehors, si on n'a pas de bol on y va sans oxygène, mais ils ont appris à vivre ensemble, et puis il y a une terrible maladie qui n'épargne personne. Alors en fait, c'est pas tellement une terrible maladie, c'est une surmortalité. C'est que tout d'un coup, les gens, ils se mettent à dormir, mais ils dorment, et après, à force de dormir, ils finissent par mourir. Alors, effectivement, on appelle ça la fièvre aspic, puisque vous avez l'image de Cléopâtre s'endormant avec une vipère aspic sur le sein, etc. Alors, ça n'a rien à voir, mais c'est ce qu'on appelle, quand on est un cosmonaute, face bouffie et pattes d'oiseau. Donc, quand vous êtes un cosmonaute, quand vous êtes sur la Terre, vous avez vos veines qui pompent là pour monter le sang, non, c'est les artères, enfin bon, bref. Il faut que le sang remonte dans la tête. Et quand vous êtes sur la Lune ou sur l'ISS, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça pompe beaucoup trop et vous avez tendance à avoir la face bouffie et les jambes toutes grêles comme ça. Et vous revenez sur Terre, ça s'arrange. Hein. Mais si vous revenez jamais sur Terre, il peut y avoir des problèmes de nécrose. Et ça peut s'attaquer au noyau de Ménaert, qui est un noyau qui commande l'endormissement et le réveil. Donc tout ça, et on n'en risque pas trop dans les détails médicaux, mais c'est en fait pour traduire le fait que finalement l'être humain n'est pas hyper fait pour vivre sur la Lune. Et que là, au stade où on est dans mon livre, on attend justement cette mutation qui va donner l'homo lunis, qui va s'adapter à ça, qui n'aura plus la face bouffie, les pattes d'oiseau, qui n'aura plus donc la fièvre aspic. Et cet allèle salvateur, cette mutation salvatrice tarde à venir. Et pour soigner ça, alors là, non, en fait, on est en plein spoiler. La vérité, c'est que on pourrait soigner ça, mais on tomberait dans une autre maladie encore plus pénible et encore plus grave. Donc on est obligé de faire un moyen terme entre le bénéfice-risque au niveau de la population, ce qui pose évidemment, dès qu'on raisonne en bénéfice-risque au niveau de la population, ça pose d'énormes problèmes en bénéfice-risque au niveau individuel. Parce que même si la population voit un net bénéfice, quand vous êtes du mauvais côté de la virgule au niveau individuel, c'est juste un drame pour vous et un crève-cœur pour vos proches. Donc là, en fait, ce que j'ai voulu mettre en scène, c'est que l'humanité a vraiment du mal à s'en sortir sur cette planète. La Lune, c'est beau, les paysages sont splendides, on peut se balader, on peut faire du sport, on peut faire de l'alpinisme, on peut, si on veut, se doter d'espaces verts comme à peu près aussi beaux que sur Terre. On peut faire des sports rigolos, on peut faire du Kidditch, vous imaginez, avec cette faible gravité, il y a les cognards qui s'envolent, enfin il y a des matchs de Kidditch absolument va-va-voum, quoi. Mais c'est quand même pas la Terre, et surtout c'est une planète morte, et ça le vivant le sent bien. Alors oui, c'est un gros plaidoyer pour qu'on fasse attention à notre planète, à nous qu'on a sous nos pieds actuellement, mais voilà, je suis juste la 100 milliardième à dire faites attention à cette planète parce que finalement il n'y en a pas d'autres prêtes à nous accueillir. Vous avez compris, je n'ai pas posé un tiers des questions que j'avais, mais c'est terminé. Voilà, pas de bol. Non, attendez, on vous garde, oh là. Vous êtes avec nous sur la Lune, vous n'avez pas quitté comme ça. C'est le temps des questions. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une a une ou des questions pour Catherine Dufour et ses Chants de la Lune ? Bonjour, j'ai une question par rapport à l'univers que vous décrivez. Du coup, est-ce que les corps se décomposent? Parce que du coup, ça va faire beaucoup de gens quand même qui vont finir par faire des petites montagnes de corps. Voilà. Oui, c'est abordé. Alors, dans les premiers temps de la Lune, on a un champ de repos. Hein, on creuse et puis on met les gens sous le régolithe et puis on fait des belles pierres tombales qu'on incruste de toutes sortes de joyaux à peu près hautement radioactifs. Parce que à découvrir autant d'or, d'argent et de pierreries, les lunaires ont commencé par faire des
des bijoux gros comme leur tête, quoi, qui évidemment sont devenus assez rapidement très radioactifs. Donc ce sont des pierres précieuses, des superbes pierres tombales incrustées de pierres précieuses. Bon, et puis après, on a fait des cimetières verticaux. C'est simple, vous prenez un cratère, vous prenez l'endroit où il est jamais éclairé par le soleil, et là vous creusez des fentes, et par ballon vous venez déposer les corps. Et comme il fait moins 170 degrés, et vous mettez une petite veilleuse dedans, et les corps sont parfaitement conservés, ils sont couverts d'une fine poussière, poudre qui étincelle. Et dans la lumière des veilleuses, c'est absolument très poignant et très ravissant. Et d'ailleurs, c'est un peu embêtant parce qu'on a l'impression que les gens sont encore vivants, quoi. Donc du coup, comme les familles disaient, ah t'as vu, en fait il est encore vivant, on va le récupérer, c'était bon. Du coup, ils allaient récupérer le corps la nuit, et ils le laissaient tomber et le corps se pulvérisait en contrebas. Bref, ça ne marchait pas non plus. Donc du coup, on s'est mis à pratiquer la crémation, et on garde les urnes dans les cités, et chaque urne doit être dissimulée sous une plante verte. Et du coup, les habitants se sont mis individuellement à beaucoup fleurir leurs urnes. Donc ça fait des murs entiers végétalisés. Et on dit que les esprits des morts se réfugient dans ces plantes-là. Est-ce qu'on a une autre question, nécrologie et décomposition? Non, ou un autre sujet, promis. Oui, parce qu'il y a pas mal de fantômes sur la Lune. Ça, c'est le premier truc Enfin, on sait que l'humanité, elle s'acclimate à partir du moment où elle importe ses fantômes. Il y a même les fantômes des gus de Soyouz 11 qui se promènent, qui hantent un temple. Régulièrement, il y a quelqu'un qui passe pour réparer un peu le temple et qui les voit tous les trois. Il y en a un qui est sur un télescope Orion, etc. Et c'est 3 types qui sont morts dépressurisés dans Soyouz 11 en, je sais plus, 1972. Monsieur. Oui, alors, est-ce que, avec toutes les recherches que vous avez faites pour beaucoup de boulot, bravo, est-ce qu'après toutes ces recherches et toutes ces connaissances que vous avez de la vie sur la Lune, maintenant, vous pouvez encore regarder de la science-fiction audiovisuelle où les gens marchent dans les bases, alors qu'à l'extérieur, ils font des bonds de 6 mètres de haut. Ça vous est encore possible de regarder ce genre de fantaisie, comme Cosmos 1999, par exemple? Alors non, moi je peux complètement. C'est les gens à côté de moi qui peuvent pas forcément, parce que j'arrête pas de faire des commentaires oiseux. Donc si, je peux tout à fait. Cosmos 99, c'est tellement délicieusement désuet, effectivement. Mais il est certain que si vous allez sur la Lune, vous ou moi, là, on va faire des bonds magnifiques, ça va être sublime. Dans une génération, ils font rien des bonds du tout, quoi. Je pense que la perte musculaire sera très très rapide. Mais oui, non, mais le pire, moi, c'est devant un film historique. Alors là, je suis odieuse, quoi. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui. Oui. Là devant. Quelqu'un qui parle et je ne vous vois pas. Vous êtes là. S'il vous plaît. Oui. Merci. Merci pour vos explications. Si ça spoile pas trop, est-ce qu'une religion autochtone se développe? Oui. Alors, il y a toutes les religions possibles et imaginables, ça, il n'y a pas de problème. Elles s'entendent parfois très mal et parfois très bien, ça non plus, ça change pas. Sauf que celles qui s'entendaient vraiment très mal, ils sont tous morts de décompression explosive, donc comme ça, il y a moins de soucis. Et il y a les prêcheurs du vide. Qui cassent les oreilles avec leur prêche, disant ah mes frères, il faut quitter l'oxygène et retourner au vide parce que nous venons du vide et nous devons retourner au vide. Et en général, les prêcheurs du vide sont des gens cruellement désorientés et voilà, logiquement la foule leur tombe dessus et les pend haut et court. Et c'est pour ça qu'il y a une police qui intervient pour protéger ces pauvres gens qui ont plus besoin de soins que de pendaison. Mais oui, et alors ça, moi j'ai essayé d'imaginer la planète, enfin l'humanité confrontée avec cette planète va sécréter les mêmes gens un petit peu hors normes. Il y a des marcheurs de sable, c'est-à-dire des gens, ils ne supportent plus d'être dans la cité, ils prennent un scaphandre et ils vont marcher tout droit jusqu'à ce qu'ils meurent. Voilà, et ce sont des gens qui vont chercher l'aventure toujours, les embruns de l'aventure dans des sables, toujours par des sables repoussés. J'ai imaginé une sorte de maître Yoda qui vit tout seul au pôle sud, dans une usine de glace et qui joue de l'orgue à parfum.
Donc j'ai imaginé oui, il va y avoir autant de gens très dans la norme et de gens inventant une vie hors des normes que sur Terre. J'ai essayé d'imaginer que les complexités de l'âme humaine se retrouveront sur la Lune, même si franchement, voilà, la population est nettement moins nombreuse. Il y avait une autre question devant, oui. Alors, déjà merci et bravo pour cette présentation, parce que ça me donne vraiment très envie de lire le livre, et bravo pour toutes ces recherches. J'ai une question qui est peut-être un petit peu naïve. J'ai l'impression que donc on nous présente une humanité qui est passée par la même épreuve de quitter la Terre et d'arriver un petit peu tout le monde par le même endroit. En fait, tout le monde est déraciné comme ça, arraché à son foyer et vit l'exode. Est-ce que la question d'une forme de fraternité qui apparaît entre les humains est abordée finalement? Parce que s'il y a des guerres, je me doute que fatalement la cohabitation se passe pas si bien que ça, mais comme des gens qui restent installés sur une île quelque part, est-ce qu'il y a dans les bases de la société qui se reconstruit une notion différente du rapport à l'autre par rapport à ça, par rapport à une forme on a tous vécu cette blessure-là et on est réunis par ça. Est-ce que ça change le rapport à la guerre, à la violence, etc. Alors complètement. C'est effectivement une humanité moins agressive parce que littéralement les plus agressifs se sont autodétruits. C'est pas une alma mater la Lune. On peut pas vivre sur le pays. On est obligé de se calmer. Et donc effectivement les gens il y a je le dis pas, mais j'essaie de le faire sentir vraiment. Le sommet de la rixe de Russe, c'est de casser une main, quoi. Et on considère que c'est une énorme violence. Il y a une chute du taux de violence par rapport à ce qu'on connaît nous, qui est drastique. Tout simplement parce qu'on peut pas se le permettre, et aussi parce que les gens sont beaucoup moins nombreux, et aussi parce que c'est un espace très contrôlé. Les villes sous-lunaires, il n'y a pas 1 cm² qui est pas contrôlé, ne serait-ce que parce qu'il faut déjà les vérifier qu'il n'y a pas un trou, quoi. Donc il y a effectivement, c'est un petit peu comme quand nous on regarde la société de l'an 1000, ou quand Iseult la douce, quand un valet de pied lui parle mal, elle lui envoie son poing dans la figure, elle lui casse les dents, quoi. Il y avait un niveau de violence dans le passé qui est absolument délirant par rapport à ce que nous on connaît. Et j'ai imaginé que le niveau de violence de la Lune serait encore beaucoup, beaucoup plus bas. N'empêche que les gens qui vivent là sont excessivement choqués par le fait qu'on casse une main ou qu'on pousse quelqu'un par-dessus la balustrade. Cela dit, comme il y a peu de gravité, vous tombez pas trop lourdement. Mais c'est effectivement une société qui, par force, par la pression de la létalité, était obligée de devenir un peu plus intelligente de façon collective. Y a-t-il une dernière question d'intelligence collective ? Il y a une main qui s'est levée derrière vous. Bonjour Catherine, je vous découvre. Bravo pour vos recherches. Est-ce que vous pouvez lever la main parce que je ne sais pas où vous êtes. Vous êtes là, voilà. Merci. Pardon. Non, on est de l'autre côté. Vous êtes de l'autre côté. Ah, vous êtes là. Oui, mais il y a quelqu'un qui a levé la main. Comment vous voulez que... Vous voulez que je me fasse remarquer par tout le monde, quoi? Peut-être. Bon, moi, je vous vois pas, mais vous me voyez. Ma question, Catherine, merci pour vos recherches et je vous découvre, je vous connaissais pas du tout. Et j'ai envie de lire votre livre. Est-ce que votre livre sera en audio? Et est-ce que c'est vous qui allez le lire? Alors oui, moi j'aimerais bien qu'il soit en audio, on me l'a déjà demandé. Donc moi je veux qu'il soit en audio, donc déjà il faut demander à mon éditrice chérie. Je doute pas qu'elle soit d'accord. Et puis alors après, a priori, là je suis en train de regarder avec Audible. Alors les contrats sont un peu léonins. Mais du coup, je suis en cheville avec une boîte de prod. Il faut avoir 5 livres audio pour pouvoir être référencé sur Audible. Donc, faut que si je veux enregistrer celui-là, il faut enregistrer les 4 autres. Bon, voilà, ça va se faire. Hein. Et je vais prendre les frais à ma charge, il n'y a pas de souci. Après, il faut qu'Audible veuille bien.
Et alors, le lire moi, ça serait quand même vachement mieux que ça soit par quelqu'un qui a une voix plus... Vous avez des gens qui ont un bel organe, ça. Prenez Nicolas Martin, par exemple. Non. Moi, moins, enfin, j'ai une voix plus linéaire, un peu moins... Voilà. Je préférais que ce soit quelqu'un qui a une voix plus ronde. Oui. Mais vous pouvez nous donner votre autorisation, notre association peut le lire. Ah bah oui, alors là, volontiers. Mais gratuitement, vous n'aurez pas de sous. Volontiers. Là, faut demander à... C'est ça. Merci à vous, Catherine. Merci. Si Robert Laffont et Camille sont dans la salle. Ouais, une dernière question. Bonjour et merci pour votre présentation. Je voudrais vous poser la question de savoir quelle écrivaine vous êtes. Est-ce que vous êtes plus architecte ou est-ce que vous êtes plus freestyleuse? Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce que vous pensez qu'un entre-deux existe ou... Tu as 15 secondes exactement, c'est rouge. Vous voulez dire est-ce que j'écris au fil de la plume ou est-ce que je fais un plan de folaille? C'est ça. Alors, il y a deux options. Soit vous suivez la cote déchiquetée de votre plan, soit vous partez sur les vagues déchaînées de votre imagination, hein, avec Charybde. Et si là, donc Charybde, c'est... je comprends même plus ce que j'écris. Et si là, c'est le lecteur ne comprend plus du tout ce que j'écris. Et ben moi, je pense à peu près comme tout le monde, je navigue entre les deux. Et ça fait un peu 20 ans que je navigue entre les deux en me disant, mais toi, même, tu devrais mieux adhérer à ton plan. Et à force de coller au plan, là, le dernier livre que je commençais à écrire, je suis en train de me dire, mais non, écoute, lâche-toi un peu, là, on s'ennuie. Donc je pense que c'est vraiment, il faut caboter entre les deux. Et quelquefois, alors, faut se méfier, parce que si on laisse vraiment le livre prendre la plume, enfin le clavier à sa place, mais vous pouvez vous retrouver aux antipodes de ce que vous avez l'intention d'écrire. Moi, une fois, je devais écrire un livre sur des sirènes, quoi. J'avais comme ça de documentation sur les fonds coralliens. Il a jamais voulu me laisser mettre en scène la moindre sirène. J'ai failli appeler le livre Pas la queue d'une sirène. Il n'y a pas eu moyen. Et donc voilà, faut arriver à le tenir tout en le contrariant pas trop. Enfin, c'est pas évident. Voilà, on est au bout, on a 1 minute de retard. Alors, simplement, vous dire que Catherine va être tout de suite en dédicace. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai posé une question sur El Jarling qui est à la surface, il faut lire le livre. Hein, voilà, vous avez compris qu'on n'aura pas la réponse. Et si vous voulez savoir la vie et l'œuvre de Catherine, il y a une super interview qui est publiée dans Biprof récemment. Merci à Catherine et puis merci à tout le monde. Merci à toi.